Heureux de vous retrouver ce matin pour aborder un vaste sujet, IA et numérique. Et donc pour aborder un vaste sujet, il fallait déjà qu'on soit plusieurs, et ça me donne l'occasion d'abord de remercier Anne-Marie Armenteras, Thierry Boulin, d'animer avec moi cette table ronde. Et puis vaste sujet parce que pour nos CHU, pour nos facultés de médecine, de santé, c'est des sujets pour lesquels nous avons été souvent précurseurs, garants de qualité, embrassant beaucoup d'aspects. Et pour aborder tous ces aspects, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo qui pose le sujet. Nous vivons déjà au quotidien avec le numérique et l'intelligence artificielle dans la santé qui se développent très rapidement parce que nous disposons de données cliniques et opérationnelles massives, d'immenses capacités de calcul qui ont aussi un coût et un impact sur l'environnement que l'on doit contenir, parce que la formation et l'équipement en device des professionnels de santé et des patients progressent très vite, et bien sûr parce que ces outils facilitent grandement la vie des soignants et des patients. On peut dire que l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'a une machine à accomplir un objectif complexe. Dans la santé, les données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour la recherche, avec la mise au point de médicaments et de vaccins, le prédiagnostic, avec par exemple le dépistage des fractures aux urgences qui va faire gagner du temps aux radiologues, l'optimisation des flux des patients à l'hôpital avec les jumeaux numériques, la santé publique bien sûr, la formation et la simulation sous l'impulsion et l'action de nos facultés de santé. Avec l'IA et les data, les CHU affirment aussi leur force d'innovation et de création de valeur en conjuguant leurs expertises médicales, scientifiques, financières et de création d'entreprises. Et dès maintenant, place au concret avec un exemple en neurochirurgie au CHU de Toulouse. Cela fait 30 ans que je travaille sur l'hydrocéphalie. J'ai beaucoup travaillé au niveau clinique, au niveau scientifique. J'ai déployé des outils ici dans le CHU et je me suis rendu compte qu'il fallait être capable de déployer ces outils en France, à l'international, mais aussi de déployer au plus près des territoires. Et l'un des facteurs clés, je pense, de notre réussite, ça a été la complémentarité, l'alliance à la fois entre un médecin et un entrepreneur avec une expérience financière. Car quand on développe un dispositif médical, il faut être capable de s'adresser à la fois à un public scientifique et médical, et puis aussi à une communauté d'investisseurs qui vont apporter le capital. La plus-value de l'IA, c'est clairement de pouvoir exploiter la base massive de données générées par le CHU, développer ensuite des algorithmes, des modalités d'analyse, et surtout être capable de générer et d'interpréter des données ultérieurement pour pouvoir améliorer notre modalité d'analyse et surtout le déployer au niveau du territoire. Oui, et l'IA va permettre surtout aux médecins de pouvoir analyser cette masse de données et de l'aider dans sa prise de décision. Et l'avantage de l'IA, c'est qu'on va pouvoir la déployer dans tous les territoires et donner accès à tous les médecins à cette technologie. L'intelligence artificielle et les données massives nous offrent des perspectives très encourageantes. Elles soulèvent bien sûr des questions de sécurité, de souveraineté, de compétitivité et de partage des savoir-faire et de la valeur. Elles posent aussi la question de leur place au sein des processus de soins, aux côtés des professionnels de santé, qui doivent bien sûr conserver l'entière maîtrise de leurs décisions. Enfin, gardons un regard lucide afin de ne pas trop stigmatiser l'intelligence artificielle et les data pour ne pas perdre notre compétitivité et ne pas passer à côté de grandes transformations positives pour notre système de santé. Restons vigilants pour que l'innovation soit toujours synonyme de progrès. Merci beaucoup Jean-Louis de cette présentation et de ta pédagogie. Bien, c'est ces sujets-là que l'on va aborder avec vous et je passe la parole à Anne-Marie pour cette première séquence. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, première séquence de cette table ronde avec IA et data. Donc, nous allons avoir
pour nous parler de ces sujets, pour les illustrer, Lise Alter, que vous connaissez tous, qui est directrice générale de l'agence Innovation en Santé, le professeur Catherine Pogam, qui est directrice générale adjointe de l'assistance publique hôpitaux de Paris, le docteur Fabrice Ferrer, qui est à Toulouse, qui est praticien hospitalier, qui a fait des neurosciences et qui est praticien hospitalier en anesthésie-réanimation, mais qui est surtout à Toulouse un pilier du travail sur le numérique et la robotique. Voilà. Et puis Stéphanie Alassonnière, qui est professeure à l'Université Paris-Cité, professeure de mathématiques appliquées. Elle fait tellement de choses qu'il faut que je prenne mon élan maintenant pour dire qu'elle est directrice adjointe du programme Prairie. Ça, c'est très important parce que c'est un des premiers instituts transverses d'intelligence artificielle. Elle est également professeure associée à Polytechnique et elle est vice-présidente à l'Université Paris-Cité des partenariats publics-privés industriels. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être avec nous pour illustrer ces sujets qui ont été très bien introduits par ce petit film. IA et data, donc, qui sont très présents aujourd'hui dans la santé. Ils sont dans une double articulation entre innovation et recherche et entre hier et aujourd'hui et demain, puisqu'ils sont des leviers majeurs pour la recherche et l'innovation. Lise, il faut quand même que toutes les applications, tous les produits naissants ou déjà de routine d'intelligence artificielle qui viennent aider les professionnels de santé ou qui viennent aider les patients dans un compagnonnage pour gérer leur maladie, fassent ce système. Parce que parfois, on a l'impression qu'on est dans un paradoxe avec un foisonnement que l'on lit, que l'on voit dans des films, mais que l'on ne perçoit pas dans la vie de tous les jours. Donc, comment est-ce que l'État, première question, comment est-ce que l'État peut aider à ce que cela fasse système et que nous sachions, dans le fonctionnement des professions de santé, de nos établissements, pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle dans ces applications santé? Alors, c'est effectivement une question très large. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan des missions de l'Agence de l'innovation, comment est-ce qu'on contribue ou comment est-ce qu'on va essayer de traiter et d'adresser ce sujet qui est vaste, évidemment, par plusieurs leviers. Le premier, c'est évidemment le plan Innovation France 2030 qui contribue, à travers notamment les financements autour des entrepôts de données de santé, à participer à la structuration de ces données, et je sais que plusieurs parmi vous sont très concernés par le sujet, pour permettre des réutilisations les plus adaptées possibles. Également le PEPR Santé numérique, qui a vocation, là aussi, à permettre de participer à l'évolution des connaissances en matière d'IA et de numérique. Et puis, un élément fondamental financé par France 2030, c'est aussi l'AMI Compétences et métiers d'avenir, puisque avoir une capacité technologique, c'est bien, mais encore faut-il que les compétences, les ressources soient présentes, bien adaptées à ces enjeux nouveaux de l'intelligence artificielle pour permettre une meilleure diffusion. Donc ça, c'est le volet France 2030 et notamment la stratégie d'accélération sur le numérique en santé. Également, un point important, c'est qu'au niveau de l'agence, nous participons et nous accompagnons une quarantaine de projets innovants prioritaires dans les priorités France 2030. Et il faut savoir que sur les 40 projets qu'on accompagne, 17 font de l'intelligence artificielle. Donc c'est une part très très importante des projets qu'on accompagne. L'objectif premier, c'est effectivement qu'on passe vraiment de ces étapes de foisonnement, d'émergence des innovations aux usages. Et aux usages au cœur du soin des soignants et des patients. Et donc pour ça, on travaille sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'évolution du cadre réglementaire, organisationnel, culturel, financier, pour permettre vraiment à ces innovations de trouver leur débouché. Le deuxième volet, c'est un volet accès prioritaire ou facilité pour permettre de gagner du temps à chacune des étapes du développement de ces innovations. Et puis également, travailler sur l'aval et la diffusion, puisque aujourd'hui, y compris pour les innovations qui ont fait la preuve de leurs bénéfices, il est important qu'ils puissent trouver des débouchés très clairs, notamment au niveau des établissements de santé. Et là, il y a tout un travail en cours à la fois sur les achats, avec des partenariats avec les centrales d'achat, mais aussi avec les établissements de santé qui sont en train de se structurer. Alors certains mettent en place des directions de l'innovation, d'autres en tout cas vont mettre en place des organisations adaptées pour que finalement on gagne du temps entre le moment où l'innovation arrive et le moment où elle s'implémente réellement au cœur des établissements et de la ville notamment, pour permettre
des accès beaucoup plus rapides. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième, c'est tout ce qui concerne l'accélération du développement depuis la recherche amont, avec les développements cliniques notamment. Et là aussi, l'intelligence artificielle est un levier majeur, avec notamment l'intelligence artificielle au service de ce qu'on appelle le drug discovery, qui permet donc de développer des molécules et des thérapeutiques beaucoup plus rapidement. Alors je donne des exemples d'entreprises qu'on accompagne sur le sujet. Par exemple, Akemia, qui a annoncé très récemment un partenariat avec Sanofi à hauteur de 140 millions d'euros, donc qui, sur la base de technologies quantiques, réussit à accélérer les développements de molécules, ou encore White Lab Genomics, qui travaille lui dans le champ de la bioproduction pour permettre d'avoir des molécules en biologie synthétique notamment beaucoup plus rapidement. Donc un champ extrêmement important, l'accélération de la découverte de molécules. Et puis ensuite, on va même sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique, où là aussi l'intelligence artificielle avec les bras synthétiques, avec les essais in silico, contribue à ces développements accélérés. Merci Lise. Oui, les développements sur les nouvelles méthodes d'évaluation, on en parlera bien évidemment. Tu as fait un tour de France. Dans ce tour de France, vous avez rencontré tout à la fois des industriels, des pôles de compétitivité, des pôles interface, recherche, innovation, de nombreuses équipes hospitalo-universitaires. Qu'est-ce que tu retiens de ce tour de France comme espoir, comme promesse, comme palier sur lesquels on peut s'accrocher aujourd'hui pour développer ces innovations? Alors déjà, ce qu'on retient, et c'est pas pour faire plaisir à tout le monde, c'est que l'innovation, elle est partout sur le territoire national. En revanche, on peut constater que dans certaines régions, ça manque un peu de visibilité parfois. Et surtout, le gros travail qu'on a à faire, c'est que l'émergence de ces innovations, leur caractère foisonnant, ne s'arrête pas au milieu de la chaîne. Et vraiment, ce qui est fondamental, c'est qu'on doit aujourd'hui faire en sorte que toutes ces innovations qui se développent, toutes ces compétences, toutes ces ressources et tout ce dynamisme puissent trouver un chemin d'accès lisible, clair, rapide et surtout jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à l'accès aux patients, l'accès aux professionnels et je dirais même la diffusion à l'international. Mais en tout cas, on voit bien que aujourd'hui, il faut éviter d'avoir des facteurs limitants tout au long de cette chaîne. Et il se trouve que dans le domaine de la santé, on a tous conscience, et ça, les freins qui nous sont remontés sont assez convergents. C'est à partir du moment où on passe à la clinique, voire ensuite à l'accès au marché, où on a encore des trous dans la raquette, il faut bien le dire, notamment sur tout ce qui concerne effectivement l'usage à visée professionnelle avec de l'intelligence artificielle, où là, les règles sont en train de se constituer. Alors, la HS a déjà produit des guidelines pour essayer de favoriser la compréhension des attentes, ou en tout cas pour guider les professionnels dans les outils qui peuvent être à leur disposition, mais on doit réellement aller plus loin et permettre, encore une fois, d'avoir cette chaîne jusqu'à l'accès à l'innovation, que ce soit au niveau hospitalier, avec la commande publique, les achats, mais aussi en ville. Et ça, c'est tout ce qu'on va essayer de structurer avec des priorités assez claires, mais le sujet de l'intelligence artificielle et des actes à usage professionnel est très clairement une priorité. Et je pense qu'on ne sera pas trop de tous les acteurs réunis aujourd'hui pour y parvenir. Mais tu nous donnes de l'espoir sur le fait que des sujets comme la commande publique ou comme les actes, les nouveaux procédés issus de l'intelligence artificielle que l'on peut raccrocher à des actes et donc au remboursement, tu nous donnes de l'espoir sur le fait que c'est travaillé, que ça sortira ? Alors c'est travaillé très clairement. De toute façon, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour voir qu'ils sont aujourd'hui en développement, ils sont là. Nous, notre rôle collectivement, c'est de les accompagner, d'accompagner les meilleurs, ceux qui ont un impact. Et je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire sur la démonstration de la valeur à l'échelle populationnelle, que ce soit d'un territoire, d'un établissement, voire même de la France entière. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les actes et l'impact de ces innovations doit se coupler, et c'est tout l'intérêt, je pense, des échanges comme aujourd'hui, avec l'exploitation de la donnée et la capacité à démontrer en conditions réelles d'utilisation la valeur pour le patient, pour les professionnels, parce que l'impact n'est pas seulement pour le patient, mais il est aussi, on le voyait bien dans la vidéo,
pour l'attractivité, puisque c'est un formidable levier pour les professionnels aussi. Alors évidemment, on a parfois le sentiment d'être un peu hors sol quand on dit ça, mais si on ne mobilise pas ces leviers-là pour la transformation du système de demain, on va avoir de grosses difficultés. Et c'est aussi un élément fondamental pour une meilleure prise en charge plus précoce, plus prédictive, plus préventive, pour, in fine, essayer de rendre ou de faire en sorte que notre système reste soutenable. Voilà, c'est parfait. Merci Lise, parce que ça nous fait la transition tout de suite avec Catherine Pogam, démontrer la valeur de la data et de sa production dans ses possibilités de prédiction pour être plus préventive d'ailleurs en inversant le paradigme, de personnalisation. Donc ça, les entrepôts de données vont pouvoir amplement réaliser ce travail. Catherine, donc, la PHP a démarré depuis assez longtemps, a démarré depuis quelque temps son entrepôt de données de santé. Est-ce que déjà on peut avoir une idée de travaux, d'études qui ont pu être conduites grâce à l'entrepôt dans cette perspective de segmentation des populations, de personnalisation, de prédictibilité ou de prédiction ? Effectivement, donc l'entrepôt est en fait a commencé à arriver dans la tête d'un certain nombre de personnes vers 2013, et puis finalement c'est l'autorisation CNIL, la première autorisation 2017 qui a marqué le début de l'aventure. Et depuis, on a quasiment 300 projets de recherche sur des thématiques, un quart sur des projets autour d'algorithmes, d'apprentissage automatique, d'aide au diagnostic, de prédiction, du pronostic, de prédiction de la réponse au traitement, de prédiction du risque de la récidive, avec des thématiques oncologiques. Vous avez vu encore récemment sur la prédiction à partir de l'analyse de l'âme d'Anapat, de la prédiction du risque de récidive et de rechute des cancers du sein. On a pas mal de sujets aussi, qui sont d'ailleurs travaillés avec plusieurs CHU et qui sont dans la salle sur, par exemple, des outils d'aide à l'interprétation de l'IRM prostatique qui permettent de détecter, caractériser et prédire la réponse au traitement. Donc le passage de comment j'utilise des données abondantes, qui suppose de les avoir qualifiées, de les avoir mises en qualité, j'y reviendrai, pour apporter une détection et une prédiction individuelle est lancé. En termes de détection populationnelle et travail populationnel, on a effectivement, dans le cadre par exemple de la chaire Bernoulli, APHP et INRIA, la chaire d'Étienne Audureau qui est autour de la sénescence et a travaillé typiquement sur la trajectoire de soins des patients atteints de cancer, des patients âgés atteints de cancer et leur profil clinico-biologique. Et cette recherche, elle permettait de caractériser la trajectoire et les trajectoires des patients âgés, leur profil clinique, leur devenir, et qu'est-ce qui les différenciait en termes d'accès aux soins ou pas, en termes de choix thérapeutiques ou pas. Est-ce que c'était lié à l'âge? Est-ce que c'était lié à la typologie des cancers? Donc, quelque chose qui devient une approche qui s'adresse à une population, en l'occurrence population âgée souffrant de cancer. Donc, le travail est en cours. Quand on voit ce premier exemple, je trouve que ça alimente un premier point, c'est que nous, on est parti de nos données hospitalières. Il y en a beaucoup, mais ce ne sont que des données hospitalières. Et donc, dès qu'on parle trajet, parcours de soins, alors tout de suite, on voit arriver les autres données qui vont alimenter ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Et donc, c'est l'occasion pour moi de faire un point sur le chaînage avec le SNDS. On l'a pour les finalités recherche, mais on a envie de pouvoir, si on veut apporter ces informations, avoir notamment dans les finalités épidémiologiques un accès plus simple, plus facile, pour pouvoir élaborer et répondre à des enjeux de décideurs au niveau de l'ARS, de l'offre de soins, de comment je déploie sur la base de tel et tel besoin, comment je déploie telle ou telle offre sanitaire, médico-sociale sur la base de ces analyses. Et donc, c'est des analyses qui sont en cours et sur lesquelles on a besoin de chaîner. Alors, je parle du SNDS, mais aussi avec d'autres données issues de la ville. On a plein de producteurs de données en ville, les producteurs de soins primaires, les producteurs du la ville au sens large. Et donc, on a vraiment ce besoin pour avancer de pouvoir chaîner ces différentes lésions. Et là, on pourra commencer à segmenter
segmenter vraiment sur la base de la totalité des données. Il y a un petit risque à utiliser que les données hospitalières, c'est qu'on a, par définition, ce sont des données hospitalières. Donc si on veut poser une politique de santé, segmenter de la santé publique, alors il nous faut les données, y compris des gens qui ne sont pas dans le système. Et donc c'est un point majeur dans la façon dont on utilise les données, pour ne pas oublier qu'on a un biais, le premier biais étant ce qu'on n'a pas dans le système, et on ne parle que de ce qu'on a dans le système. Oui, donc ce que vous ouvrez là comme sujet, c'est le sujet du partage des données, et du fait que l'entrepôt de données de santé des CHU, il est à l'interface en amont avec d'autres offreurs de soins qui vont, en captant les données, en les travaillant avec eux, en les insérant dans des projets communs, on peut enrichir la qualité des données de votre entrepôt. Et puis, en aval, avec le SNDS et le Health Data Hub, comment ça se passe, ces discussions, partage de données aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Sur la partie territoire, je pense que vous savez qu'hier ont été annoncés les 10 nouveaux lauréats de la vague 2 des entrepôts de données. Et si j'ai bien, donc 10 nouveaux qui complètent la vague 1 de 6, si j'ai bien fait mes comptes, on se retrouve avec donc 5 lauréats CHU isolés ou en groupement, et je crois dans les 10 de cette deuxième vague, 7 CHU ou 7 groupements. Donc on commence effectivement à voir cette position. On a d'autres acteurs aussi qui ont des entrepôts, mais là on parle, j'allais dire, des gros acteurs. Et donc la question dans le territoire, c'est pas forcément, c'est aussi les autres acteurs, ceux qui, parfois, vous avez des associations de CPTS qui disent mais pourquoi j'aurais pas mon entrepôt, pourquoi j'aurais pas, et ça a du sens, c'est légitime à leur niveau de pouvoir être en mesure d'analyser leurs données, leur activité, de piloter leur activité. Mais effectivement, la question qui va se poser, c'est est-ce que tout le monde, quelle que soit la pertinence du choix, va être en mesure, et même en termes d'efficacité de la dépense publique, est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir accompagner ça ? Mon sentiment, c'est que quand je vous parlais par exemple du nombre de CHU qui vont être financés dans le cadre de cet appel à projet, qui est un financement non pérenne, qui est un financement qui va permettre de monter en maturité les entrepôts, eh bien, je pense qu'on a probablement, en tant que DS de CHU, un rôle à jouer d'offre de service vis-à-vis de ces différentes structures. Alors évidemment, dès que le CHU fait offre de service, il peut y avoir un petit sentiment de peur, en fonction de ce qu'on va prendre comme métaphore, de phagocytose ou d'OPA hostile. Mais je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'un entrepôt de données, c'est une communauté, c'est une conjugaison de compétences qui n'existent pas ailleurs. C'est des médecins spécialistes de la donnée, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs spécialistes de la donnée, ce sont des gens qui savent comment on fait parler la donnée, comment on fait mieux avec les données existantes, puis ce sont des gens qui savent, une fois que la donnée est là, l'utiliser. Et ça, pour que ça marche, je pense que les CHU sont au cœur de ces équipes qu'ils ont montées, et je pense que ça a du sens qu'on puisse mettre en offre de service, dans un cadre partagé, partenarial, transparent, où les choses sont dites, qui a droit à qui a accès systématiquement, dans quelles conditions on utilise, dans quelles conditions. Je pense que la transparence et la confiance sont absolument indispensables à créer les conditions de ce partage. Et je pense que c'est le point. Et je pense que nos structures de CHU ont matière à faire des offres de services dans ce domaine-là. Et côté ensuite national, côté SNDS et côté HDH, vous avez signé la convention. Il y a une convention en cours, c'est ça, entre CHU et HDH, mais elle n'est pas encore signée. Alors, s'agissant de cette convention, peut-être mais comme quasiment tous les CHU sont dans cette vague, savent que l'accompagnement qui vient avec cette vague est effectivement associé à la signature d'une convention d'accompagnement par le HDH et d'une convention de partenariat par le HDH.
qui est apparue au décours de cet appel à projet, mais qui a du sens dans la mesure où elle vient mettre en place les bases justement de ce travail collaboratif entre les différents producteurs de données et le HDH. Je crois que tout le monde est parfaitement au clair avec le caractère absolument indispensable du partage de ces données, de la mise en lisibilité de ces données, qu'on soit d'ailleurs lauréat ou pas lauréat. Je veux dire, on doit, il est urgent de pouvoir disposer de catalogues de métadonnées qualifiées et que chacun sache, je pense que c'est le rôle aussi du HDH, de constituer cette bibliothèque, de vraiment de rendre lisible pour tous, c'est une vraie urgence. Je ne vous cache pas, et vous le savez sans doute, il y a plein de gens dans la salle qui le savent, qu'il y a un petit sujet autour de la réplicabilité de ces données et de savoir exactement où elles sont. Il y a des discussions qui sont en cours. Je pense qu'on va y arriver parce que je crois que sur la finalité, personne n'a de doute sur ce qu'il faut et ce qui est bon en termes de partage. Peut-être pour finir sur les discussions avec le HDH et plus largement aussi sur le fonctionnement du copil stratégique des données, on voit que là, à l'occasion encore une fois de ces appels à projets, ça y est, on est rentré dans le vif. Déjà, on a acquis, l'idée est venue que ces entrepôts de données avaient besoin d'être financés. Alors là, c'est un début. Vous savez qu'on pousse un financement pérenne parce qu'encore une fois, je vous ai parlé des équipes qui sont derrière. On a un besoin de financement pour pouvoir partager, mais on a aussi besoin d'établir cette doctrine nationale. Là, quelque part, ça s'accélère, logiquement, parce qu'on était déjà parti, mais là, ça rentre dans le concret. Et donc, ces différents points de cette doctrine nationale, je crois que c'est vraiment important, et les discussions avec le HDH confirment qu'on puisse l'établir dans un cadre de co-construction avec les producteurs de données, et là aussi pour expliquer qu'est-ce qu'on partage, quelles sont les conditions du partage, quelles sont les conditions de la mise en lisibilité, et c'est hyper important pour nous, pour les CHU, pour que ce soit les directions, que ce soit les communautés médicales. On a des enjeux de confiance majeurs, et puis évidemment nos usagers qui doivent participer à cette co-construction. Merci Catherine. Je me tourne vers Fabrice. Fabrice, on a vu dans le petit film à Toulouse, vous vivez déjà avec les travaux de recherche d'intelligence artificielle et des innovations que vous utilisez. Racontez-nous d'autres histoires comme ça. Ah oui, alors d'autres histoires que celles démontrées en imagerie, parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle a explosé. Et c'est vrai aussi que les thérapies digitales, c'est-à-dire les solutions dont le principe actif est un logiciel numérique, font déjà partie de notre écosystème de soins. Et je pourrais vous prendre 2 catégories d'exemples pour vous démontrer les bénéfices du numérique en santé, de l'intelligence artificielle dans notre pratique. La première catégorie d'exemples, c'est celle des capteurs connectés, qui permet, à partir de mesures embarquées, d'avoir de nouveaux indicateurs, ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux, donc des nouveaux indicateurs basés sur la fluctuation des variables physiologiques collectées et récupérées à très haute fréquence, et qui nous permet en fait, de faire des prédictions sur le devenir d'un patient. Alors j'ai quelques exemples à vous montrer. Par exemple, à partir d'une montre connectée, on peut s'intéresser à la fluctuation de la variabilité de la fréquence cardiaque, qui peut elle-même être prédictive des dysautonomies que l'on observe en cas de complications dans les suites d'un accident vasculaire cérébral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces capteurs connectés, en fait, que les patients sont capables de porter au domicile, permet d'évaluer des capacités fonctionnelles dans leur environnement, donc c'est véritablement des mesures qui sont écologiquement intégrées. Et on voit que ce sont de nouveaux indicateurs qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc ça redéfinit complètement notre médecine et notre exercice professionnel. Il y a un autre exemple qui est très concret, qui existe déjà, qui a été montré par l'équipe du professeur Beltran de l'hôpital Necker. C'est tout simplement l'administration automatisée d'insuline basée sur des boucles fermées de rétrocontrôle de mesure de la glycémie capillaire. Donc là, une population d'enfants de 6 à 12 ans concernés par cette administration automatisée et ces boucles fermées, qui permet de démontrer qu'il y a un meilleur contrôle glycémique, donc moins d'hypoglycémie chez les enfants, et en fait une cible thérapeutique glycémique plus facilement atteinte. Et quand on sait les bénéfices, l'impact positif que ça a sur la qualité de vie de ces enfants et dans le domaine psychosocial, ce sont des avancées considérables. Et en fait, vous voyez que la santé, en fait, elle s'immisce tout le temps, elle est partout, elle est même en dehors des établissements de santé, elle est continue. Il y a d'autres catégories d'exemples. Une autre catégorie d'exemples, c'est celle des compagnons numériques, des robots conversationnels, par exemple, qui permettent
de dépister des signes de fragilité. Là aussi, j'ai 2 exemples à vous proposer, notamment issus du CHU de Toulouse. Le premier, c'est le compagnon numérique qui utilise l'application ICOP de l'Institut hospitalo-universitaire Health Age de Toulouse. Donc c'est un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à dépister la fragilité des sujets âgés dans 6 domaines qui concernent des capacités intrinsèques telles que la mémoire, l'audition, la vue, la mobilité, par exemple. Et là aussi, on est capable de dépister précocement des incapacités qui surviennent et donc de proposer un diagnostic et une prise en charge. Et déjà plus de 33 000 patients âgés à Toulouse, dans notre région, ont été concernés par ce programme applicatif. J'ai un autre exemple encore à vous proposer, c'est celui qui nous concerne un peu plus, enfin qui me concerne un peu plus en anesthésie-réanimation, qui est le compagnon numérique qui permet, dans le cadre du parcours de l'opéré, du patient opéré, c'est quand même la chirurgie et l'anesthésie, c'est 7 millions d'actes chaque année en France, donc c'est un nombre considérable de patients qui sont concernés par l'agression chirurgicale, avec tout le respect que j'ai pour les chirurgiens, et avec les insuffisances ou les dysfonctions d'organes potentiellement liées à l'anesthésie. Donc je disais, ce compagnon numérique qui permet de dépister précocement des patients à risque de complications post-opératoires, et du coup, de leur proposer un parcours de soins personnalisé et optimisé avant et après leur chirurgie. Très bien, Fabrice, merci. Mais justement, quand on est au cœur de ces exemples, on voit quels sont les impacts du numérique et de l'intelligence artificielle au-delà du numérique sur les métiers du soin. On a tout un spectre aujourd'hui de réactions entre la peur de voir disparaître son métier et l'attractivité que représente aujourd'hui cette chance du numérique dans les métiers du soin. Donc, dans ce que vous travaillez tous les jours au sein de vos équipes, comment vous voyez cette chose-là ? Effectivement, là, on retombe dans la réalité du terrain. C'est fondamental ce que vous dites, Anne-Marie. Oui, ça a un impact, on l'a vu, et les impacts positifs, c'est une médecine de précision, une médecine personnalisée, une médecine prédictive, une médecine préventive. Mais le problème, c'est que c'est une nouvelle médecine, c'est un nouvel exercice professionnel qui se surajoute à une médecine qu'on pourrait presque appeler traditionnelle avant l'apparition de ces innovations technologiques, numériques et d'intelligence artificielle. Et finalement, ça représente une charge cognitive pour nous, soignants, qui est considérable, parce que ça se surajoute à quelque chose de déjà existant, avec ces nouveaux indicateurs, ces nouveaux biomarqueurs. Et il est essentiel que ces innovations intègrent notre exercice, et probablement qu'il va être nécessaire de former le personnel soignant, et on le verra avec le professeur Ayot, de proposer à tous les étudiants en santé une formation massive et appliquée en santé numérique pour acculturer les professionnels de santé à cet exercice-là. C'est fondamental. Et bien sûr, et puis les formations dans tous les domaines. Hein. La formation numérique, c'est aujourd'hui la première porte, certainement, pour donner envie à tous les professionnels, quel que soit leur métier. Absolument. Merci, Fabrice. Avec plaisir. Stéphanie, donc, pour obtenir de bons algorithmes qui permettent à Fabrice et à ses collègues de bien travailler, il faut des données de qualité. Ces données de qualité, elles sont parfois rares, notamment dans les maladies rares, bien évidemment, et vous travaillez aujourd'hui avec des modèles mathématiques qui viennent amplifier ces données et qui nous laissent penser qu'on pourrait avoir de nouvelles méthodes d'évaluation des résultats. Alors racontez-nous ça. Oui, alors la santé, la question qui me revient toujours, c'est mais est-ce que ChatGPT va être applicable en santé ? Et je leur ai dit, ma réponse c'est vous n'aurez jamais la quantité de données en santé qui est équivalente à ce qui a permis à ChatGPT d'émerger. Donc non, tel quel, on ne peut pas l'utiliser. Par contre, en mettant un petit peu plus de mathématiques dans les modèles, en essayant de comprendre un peu mieux la donnée, on a réussi à proposer des modèles qui permettent de capturer suffisamment d'informations dans peu de données et de réussir à amplifier les cohortes. Résultat, quand vous avez eu des pathologies soit rares,
soit pas rares, mais finalement qui le deviennent de plus en plus. Prenez les cancers. Quand vous prenez tous les biomarqueurs spécifiques d'un cancer, que ce soit le cancer du poumon, le cancer du sein, finalement, avec tout ce qu'on en sait maintenant, la population qui est homogène devient extrêmement réduite. Et donc, en focalisant de plus en plus notre connaissance sur une pathologie, on arrive à réduire les populations, des populations toutes petites quand elles sont homogènes. Donc, on est toujours face à ce manque de données de qualité, et donc l'importance de les augmenter est assez fondamentale en santé. Il y a deux objectifs. Le premier, ça va être tous les dispositifs dont, par exemple, Fabrice vient de parler, ont été entraînés sur des bases de données qui sont nécessairement suffisantes pour avoir une solidité, une robustesse et une fiabilité qui a été démontrée. Si on ne les a pas, on se retrouve avec des dispositifs médicaux qui ne sont pas bien entraînés, pas stables, pas fiables, avec beaucoup, en général, de faux positifs, c'est-à-dire on alerte trop pour éviter de rater. Donc on ne veut jamais rater le malade, mais du coup on alerte trop le médecin. Résultat des courses, dans les cadres de développement technologique des dispositifs médicaux, augmenter les données permettrait d'avoir des cohortes qui soient à la fois plus grandes, mais plus représentatives aussi, parce que prenez un dispositif médical quelconque, il a besoin d'être évalué sur une population représentative. Donc pas simplement, et je vais prendre, parce que je dépends de la PHP moi, pas seulement les données de la PHP, même s'il y a beaucoup d'hôpitaux à la PHP. Mais je ne peux pas faire sortir les données. Donc si je suis capable de produire des faux patients qui représentent la population de la PHP, qui eux ne sont plus sujets au RGPD, je peux les sortir. Je fais pareil avec l'hôpital de Toulouse, je fais pareil avec l'hôpital de Montpellier, avec Lyon, Lille et Strasbourg. Je permets d'agréger ces données synthétiques, d'avoir une cohorte plus grande, représentative du territoire et de bonne qualité. Et donc je suis capable d'entraîner, cette fois-ci, mes algorithmes sur des bases de données représentatives et de qualité. Le deuxième aspect, c'est les essais cliniques. Les essais cliniques, c'est long, et c'est long parce que le recrutement est long. Le recrutement et la rétention des patients, c'est un problème majeur. Quand vous avez un essai clinique de phase 3 qui demande 600 patients, 300 dans le bras contrôle, 300 dans le bras testé. Évidemment, on ne va pas réduire le nombre de patients dans le bras testé parce que ce qu'on cherche à voir, c'est effectivement des effets sur ces 300 patients, et on a des quantificateurs mathématiques qui ont dit qu'il en faut 300 et pas un de moins. Par contre, dans le bras contrôle, c'est des populations qu'on connaît bien, et donc finalement, en avoir moins que les 300, une centaine, et les augmenter pour en avoir 300 qui vont représenter cette même diversité, c'est concevable. Et donc l'idée, c'est de dire, dans les essais cliniques du futur, deux choix vont se poser. Le premier, c'est je recrute pas 600 mais 400 patients, j'en traite 300, j'en garde 100, j'augmente la cohorte du bras contrôle et j'ai les mêmes puissances statistiques sur les effets du médicament versus mon bras contrôle. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un bras contrôle complètement virtuel et de dire les patients que je vais inclure, je vais les traiter, mais je suis capable, avec leur jumeau numérique, de savoir quel sera leur devenir, avec une certaine fiabilité, évidemment, qui évolue en temps. Et avec ce jumeau numérique, je vais avoir un peu comme la courbe de croissance des enfants. Donc, je vais être capable de dire, ce patient-là, dans 2 ans, il sera dans cet état-là. Maintenant, je le mets sous traitement. Et ce qui va m'importer, ça va être la rupture de dynamique face à la dynamique qu'il aurait dû avoir sans traitement. Et donc là, on arrive à des bras contrôle purement virtuels, avec des jumeaux numériques qui vont être finalement très utilisés dans les cas des maladies rares où on n'a vraiment pas envie d'avoir de bras contrôle. On gagne le nombre de patients recrutés, le temps, évidemment l'argent, et du coup on accélère l'innovation. Très bien, merci beaucoup. Et donc, Lise, tu avais commencé à en parler ce matin, puisque, si j'ai bien compris, tu as un groupe de travail qui travaille là-dessus. Je vais peut-être continuer avec Stéphanie, parce que, Stéphanie, ça signifie quand même que les autorités de tutelle, les autorités sanitaires, on va dire, et les autorités de tutelle, qui actent aujourd'hui des résultats
pour du remboursement de la mise sur le marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer pendant 107 ans à travailler avec des méthodes traditionnelles ou vous allez arriver à vous entendre? Comment ça marche ce truc-là? Et est-ce que c'est ça que vous avez raconté dans votre rapport que vous avez transmis au ministre et qui avait été conduit par Jérôme Marchand-Harvier et vous-même? Alors, c'est pas ça qu'on a raconté. Je peux vous donner dans les grandes lignes, je ne vais pas dévoiler la trentaine de mesures, de recommandations que nous avons faites, mais sachez que ce sont normalement des recommandations qui ne planent pas. On a essayé d'être concret et d'envisager les choses avec une application assez rapide. Donc, elle tourne autour du premier constat qui est raccourcir les délais d'accès, la cartographie dont parlait Catherine, et réinstaurer la confiance, parce que beaucoup de choses sont malheureusement dupliquées par manque de confiance entre les acteurs eux-mêmes, confiance envers le chercheur, qu'il soit du public ou du privé, mais il y a une confiance à avoir, il est véritablement la meilleure personne dans sa discipline, en tout cas ses pairs l'ont sanctionné par des publications, donc normalement, il est le meilleur ou un des meilleurs. Et donc, on devrait réinstaurer beaucoup de confiance. Et donc, le rapport s'est axé sur ces 3 axes-là, qui sont confiance, accélération des délais de mise à disposition des données et cartographie le plus exhaustif possible avec des catalogues de métadonnées. Pour ce qui est de l'évolution des pratiques réglementaires d'acceptation des bras synthétiques, virtuels, pardon, alors ça, je n'ai absolument pas le droit de faire cette erreur-là. Donc l'acceptation des bras virtuels, on travaille beaucoup avec l'AHAS, la CNIL, l'AIS, la DGOS, des associations de patients, et j'en ai oublié d'autres, dans le cadre de l'Institut Prairie, où on s'est dit, voilà, les méthodologies maintenant mathématiques existent. On a les premiers prototypes qui sortent. Qu'est-ce qu'il faudrait comme preuve pour l'HAS, pour la CNIL, pour accepter ce genre de technique dans les évaluations qu'elles font des outils, dispositifs, médicaments qui auraient utilisé ces méthodologies-là. Et on avance quand même, je dois bien le dire, relativement bien avec tout ce monde-là qui a conscience qu'il y a vraiment un besoin. Et donc, on est en train de mettre en place, d'écrire, et on n'est pas loin d'avoir fini, un livre blanc, justement, sur l'utilisation de cohortes augmentées, qui a été coécrit avec toutes ces personnes représentantes de l'HAS, la CNIL, l'AIS, la DGOS et Prairie, des industriels, parce qu'évidemment, ils sont extrêmement concernés. Et donc, on espère une publication. Donc, Jean-Louis et moi sommes à la manœuvre de ce livre blanc. On espère le publier d'ici janvier. Très bien, merci beaucoup. Moi, je crois que je ne suis pas en retard du tout, Jean-François. Hein, donc, vraiment, merci à tous les 4. Hein. On ouvre en fait sur les 2 autres séquences de la table ronde, à la fois donc la formation qui est un enjeu majeur de déploiement et de développement avec nos professionnels de santé, et puis toutes les conditions éthiques pour permettre à la garantie humaine de se développer. Donc, je te repasse la parole. Merci beaucoup Anne-Marie et merci à chacune et chacun d'entre vous.